Vous regardez Midi 1 TV Afrique, très heureux de vous retrouver dans le cadre de votre émission Génération News, l'émission qui prend à cœur les problématiques liées à la jeunesse. Au sommaire de cette émission, nous allons consacrer la première partie à la problématique liée au secteur de la pâtisserie. Pourquoi ce secteur attire de plus en plus de jeunes? On en parlera en première partie d'émission. Être jeune et parent, comment concilier les deux? Comment gérer sa vie de jeune parent? On en parlera en fin d'émission avec mes invités du jour. Il s'agit évidemment de Vano. Vano, vous êtes ingénieur en géologie. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et à ma gauche, nous avons Nathan. Nathan, vous êtes journaliste, étudiant en journalisme et communication. La deuxième participation, évidemment, à Génération News. Merci d'être de notre aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Et nous allons terminer avec la seule femme du plateau Génération News. Yannel, vous êtes entrepreneur dans le domaine de la pâtisserie et de la restauration également. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Comme je le disais, nous allons aborder tout de suite la première problématique qui est liée évidemment à ces secteurs de la pâtisserie. Pourquoi aujourd'hui ce secteur attire des jeunes? Mais avant, vous êtes dans ce secteur-là. Dites-nous un petit peu, qu'est-ce qui vous a motivé à se lancer? Déjà, moi, il faut savoir que c'est depuis toute petite parce que j'ai grandi dans une famille recomposée. Donc, mon papa, quand il rentrait le soir, il nous donnait toujours des petites tâches à faire. Et du coup, c'était toujours moi qui étais collée à la pâtisserie. Et après, cette envie est devenue une passion aujourd'hui. Lui-même, il pratique ça aussi? Il est cuisinier, pâtissier? Il s'est autoproclamé cuisinier parce que c'est son rêve aussi d'ouvrir un restaurant. Donc, du coup, aujourd'hui, c'est la passion. Donc, ça veut dire que j'ai été passionnée de ça depuis l'enfance. Et aujourd'hui, quand je suis arrivée au Sénégal, il y a eu beaucoup de problèmes. Pas de problèmes, mais juste que les fins du mois ne suffisaient pas. Donc, aujourd'hui, ma mère pouvait m'envoyer tant. Le mois qui suivait, c'était pas ça. Donc, je me suis dit, je suis passionnée de pâtisserie, pourquoi pas, je vais commencer par là. Et j'ai commencé au début en faisant... Qu'est-ce qui est le plus difficile quand on décide de se lancer dans ce secteur-là, dans le domaine de la pâtisserie? Le plus difficile, c'est déjà de faire la publicité, parce que tu peux faire la publicité tout le temps sur les réseaux sociaux, sur les statuts, mais il n'y a pas de réaction. Donc tu peux prendre ton temps. Moi, quand j'ai commencé, par exemple, j'ai fait une semaine, je n'avais pas de commande. J'ai dû faire une journée de dégustation. Et les gens c'est là, quand les gens ils sont arrivés, qu'ils ont goûté et après ils ont commandé. Mais je n'ai pas directement commencé avec les crêpes. J'ai commencé avec les gâteaux, les croquettes, du lait caillé, du biceps, etc. Mais après, je me suis dit, tout le monde en fait. Et à Dakar, tout le monde en faisait déjà. Donc je me suis dit, je vais me diversifier en faisant effectivement, essayer de proposer autre chose pour mieux vous positionner sur ce marché-là. Vano, elle a parlé évidemment de passion quand on décide de se lancer dans ce secteur-là. Et est-ce que c'est le seul point aujourd'hui qui explique qu'on se retrouve avec une flopée de jeunes qui décident d'embrasser ce secteur-là, cette activité? Non, je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique est beaucoup plus ouverte. Donc, on est plus ouvert sur le plan, sur les émissions qui passent, sur le métier. Donc, avant, on ne le voyait pas comme un métier rentable. C'était juste une passion. Et aujourd'hui, en voyant des émissions, en voyant tout ce qui se passe à l'extérieur, les gens comprennent que les gens peuvent vivre de ça. Et vraiment, avec une stabilité. Donc, maintenant qu'on le comprend, les gens peuvent se lever et puis dire que bon voilà, c'est mon rêve, j'aime ça et je vais être chef. Et vous pensez qu'aujourd'hui, l'avènement des télécrochets, il y en a tellement aujourd'hui, quand on regarde ça beaucoup les week-ends, que ce soit Masterchef ou encore Le Meilleur Pâtissier, et vous pensez que ces télécrochets-là ont facilité également ou bien motivé, nourri l'envie de ces jeunes d'embrasser ce secteur-là? Oui, je pense que ça a beaucoup contribué. Que ce soit les jeunes et les parents. Parce que le soir, tu peux être assis avec tes parents, ils regardent, ils voient, ils comprennent. Donc du coup, quand tu viens vers eux et tu leur dis que c'est ce que je vais faire, bon, ils ont une image, ils voient. Aujourd'hui, donc je me dis, oui, effectivement, ça a contribué pour beaucoup. Alors Nathan, évidemment, on parle aujourd'hui, c'est le sempiternel problème du chômage des jeunes qui sont évidemment à la recherche d'emploi. Il y a tellement des diplômés, ces jeunes-là qui sortent des écoles de formation. Est-ce que le fait aujourd'hui d'avoir, on va dire, un parcours comme celui de Yannel, ça permet de résorber un petit peu ce taux de chômage-là? Oui, c'est possible de contribuer à l'emploi et de résorber ce taux de chômage parce qu'à travers la pâtisserie, elle peut être sollicitée pour plusieurs événements. Par exemple, les anniversaires, les mariages, pour plusieurs apéritifs. D'une part ou d'une autre, elle est déjà dans le monde de l'entrepreneuriat. Elle contribue déjà à l'économie, le développement et
Oui, c'est des choses qu'il faut encourager, évidemment, quand on parle d'entrepreneuriat. Évidemment, on est dans une optique de se dire on ne doit pas tout attendre de l'État, Vanou. On ne peut pas tout attendre. Aujourd'hui, l'Africain, il a compris ça. Avant, ce qu'on voulait, c'est quand on finit les études, on veut être en veste dans un bureau avec la clim. Mais aujourd'hui, les jeunes comprennent que, enfin, déjà, il faut faire quelque chose qui vous passionne. Et il faut être debout, il faut se lever, il faut aller à gauche. Comme elle a dit tout à l'heure, elle a dû faire de la publicité, appeler des gens. Ça, c'est ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. Tu te lèves, tu fais de la pub, tu sais comment tu fais ton plan marketing et tu te fais une clientèle. Et aujourd'hui, l'Africain a compris ça, c'est le plus important. Exactement. Je suis entièrement d'accord avec ce que Vano vient de dire parce que en Afrique, c'est notre mentalité en fait. La réussite, c'est synonyme de s'asseoir dans un bureau avec une jolie cravate. Oui, évidemment. On a... volant d'un véhicule, sans s'aventurer dans le monde de l'entrepreneuriat. Ça, c'est la mentalité typique africaine. Et en parlant de cette mentalité-là, comment ça s'est passé lorsque vous avez, Yannel, annoncé évidemment à vos parents que vous avez décidé évidemment de suivre cette voie-là, la voie de la pâtisserie? Évidemment, est-ce qu'il y a eu des encouragements ou bien il y a eu une forme de réticence? Oui, il y a eu des encouragements du côté de mon papa parce qu'il était fier, il s'est dit waouh. En fait, il ne pensait pas, en fait, de tous ses enfants, il ne pensait pas que ça devait venir de moi. Et bon, c'était maman qui n'était pas trop ça, parce qu'elle me disait, ouais, je ne t'ai pas envoyée au Sénégal pour être une pâtissière, pour vendre des crêpes et tout. Mais après, aujourd'hui, quand je l'avais appelée pour lui dire, bah, franchement, si tu vois que c'est chaud, je peux me débrouiller toute seule. Et après, elle a compris, elle a accepté. Parce qu'évidemment, vous avez parlé des crêpes, mais vous ne faites pas que des crêpes. Vous êtes vraiment dans le secteur en lui-même. Est-ce que c'est plus... comment ça se passe quand un client veut, par exemple, commander un gâteau personnalisé? Est-ce que ça demande beaucoup plus de travail? Bah, les gâteaux personnalisés, il y en a tellement qui en fait. Donc au début, je faisais dans tout, mais aujourd'hui, tout le monde en fait. Et j'ai voulu me spécialiser dans la crêperie parce que déjà, dans mon pays, c'est pas assez élevé et j'ai plus d'idées sur ça. Mais parfois, les gens, ils commandent des gâteaux. Je fais des plateaux, en fait, pour les anniversaires, pour, je veux dire quoi, des mariages, des baptêmes, des communions, etc. Et la commande... C'est vraiment compliqué parce que je ne vais pas dire que je ne suis pas à l'aise dans ça, mais je préfère plus faire des crêpes. C'est plus facile pour moi parce que ça demande trop de travail, ça demande trop de temps. Et après, au niveau aussi de la livraison, le livreur, quand il vient prendre des trucs, ça arrive pas en bon état. Quand les crêpes, quand tu dresses, ça arrive toujours en bon état. Alors Vanou, elle a également parlé évidemment de cette maîtrise-là. On revient encore sur le point essentiel en parlant de passion, parce que la passion, c'est vraiment le leitmotiv quand on décide de se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat. On a parlé de l'avènement de ces télécrochets qui facilitent, qui nourrit l'envie chez les jeunes d'embrasser ce secteur-là. Mais on a fait également un constat, et vous allez nous donner votre point de vue par rapport à ça, c'est qu'en fait, il y a très peu d'écoles, de structures qui forment des jeunes dans ce domaine de la pâtisserie. Est-ce qu'aujourd'hui, il va falloir aller à contresens pour essayer de dire à nos parents, aux jeunes, que c'est possible de réussir dans ce domaine parce qu'il y a des écoles qui sont là et qui vont vous former? Oui, je pense que pour arriver au point d'ouvrir une école, je pense que c'est avec cette génération, notre génération. C'est-à-dire que nous, on va valoriser ce métier et on pourra dire que voilà, on pourra investir dans ce plan-là. Il faut une école, il faut valoriser ce métier, il faut que les jeunes se lancent à l'intérieur. Mais avec nos parents, ça va être compliqué pour eux d'ouvrir ça parce qu'on est encore dans une phase où on est en train de débattre. Mais je pense que dans le futur, on en trouvera. Il y en aura et on pourra même avoir, enfin on aura ces écoles-là en Afrique, on aura des chefs. Pourquoi pas des centres de formation? Oui. Non, il en existe, mais peut-être pas beaucoup en fait pour vraiment essayer de ramener du monde en ce qui concerne évidemment les jeunes dans ces centres de formation-là. On va peut-être refaire une petite parenthèse et revenir sur un point qui a été abordé par notre ami Vano. Nathan, c'est en parlant des parents. Yannel, elle a été encouragée par son père, mais malheureusement, c'est pas toujours le cas. Il y a des parents, comme on l'a dit, avec cette perception de la réussite qui se résume au fait d'avoir une belle cravate et un costume. Comment aujourd'hui sensibiliser nos parents pour qu'ils essaient de nous accompagner comme c'est le cas de Yannel? Les parents peuvent s'appuyer sur plusieurs exemples illustratifs. Tout de suite, en Afrique, un enfant va dire à ses parents qu'il veut être footballeur, basketteur ou autre. Les parents ne seront pas motivés. Ils vont proposer à cet enfant d'être avocat, magistrat. Mais est-ce que c'est pas à l'enfant de convaitre aussi les parents? C'est à l'enfant de convaincre les parents. Voilà Raphaël Nadal, Roger Federer, des milliardaires en culotte. Je prends un exemple simple.
Moi, par exemple, lorsque j'avais dit à mes parents depuis la classe de seconde et première, ma maman, ma tante, elle n'était pas motivée. Non, mais les journalistes ont quel argent? C'est un métier qui cause trop de problèmes. Mais à la fin, elles m'ont laissé venir apprendre à Dakar avec un cœur ouvert. Les parents ont toujours un point de vue, mais la personne, avec sa passion, doit aussi avoir un point de vue. Ce que touche Raphaël Nadal ou je ne sais pas, ou Roger Federer, c'est le ou Yannel qui est là. Les 100 000 que touche un banquier, que touche un avocat, que touche un magistrat. Mais après je pense que tu as bien illustré ça. Aujourd'hui, quand un jeune dit à ses parents qu'il veut faire du foot ou du basket, ils sont beaucoup plus ouverts. Parce qu'ils ont vu des jeunes Africains qui sont allés en Europe et qui aujourd'hui se font beaucoup d'argent à cause du foot. Mais pourquoi ils sont réticents quand on parle de pâtisserie en fait? Parce qu'ils pensent que c'est pas un métier dans lequel on peut facilement réussir. Oui, parce qu'en fait, ils n'ont pas encore la bonne image. Ils n'ont pas encore le rendu, ce qui peut en sortir en fait. Donc du coup, ils sont réticents parce qu'ils se disent, est-ce que mon enfant sera capable de s'occuper de ses besoins? Voilà, et à sa famille. Donc c'est ça le plus important pour eux. Quand ils sont sûrs que avec ce métier, il pourra s'occuper de lui, de ses enfants, de nous en retour, ils seront ouverts. Et je pense que c'est à nous de leur montrer que dans ce métier-là, on peut gagner plus qu'un banquier, plus qu'un avocat. Dans cette vie-là, on se complète. Il n'y a pas de sous-métier en fait. Oui, Yannel, vous voulez rebondir sur un point? Non, je suis d'accord sur le point de vue de Vano parce que c'est, comme Nathan disait, c'est à nous de convaincre les parents en fait. Parce que moi, aujourd'hui, je vous avoue, je ne pensais pas arriver à ce niveau. Parce que quand j'ai commencé, je n'avais pas beaucoup d'encouragement, déjà de mes proches. Ici à Dakar, je n'ai pas beaucoup d'encouragement. J'ai passé plus mon temps à faire des dégustations, en fait, pour me faire connaître, que de vendre. Donc au début, je perdais grave. Mais aujourd'hui, je peux quasiment dire qu'on peut vivre de ça. Parce que moi, aujourd'hui... vous arrivez à vivre de cette activité-là? J'arrive à vivre de ça. Parce que quand j'ai pas trop de commandes, la semaine, je peux avoir 25 000. Mais quand j'ai beaucoup de commandes, je peux faire une semaine à 100 000. D'accord, et largement suffisant pour subvenir à ses besoins. Vano a parlé également tout à l'heure des écoles de formation, la nécessité aujourd'hui d'installer ces écoles de formation sur le continent, même si on le souligne, il en existe, mais peut-être pas beaucoup. Ça n'a pas été le cas pour vous, vous n'avez pas été, on va dire, formé. Alors il y a eu cette transmission culinaire de papa à fille, mais derrière, vous avez appris sur le tas, comme on dit. Oui, je suis allée sur Facebook, sur YouTube, je regardais des vidéos. En fait, moi, le truc, c'est que je peux aller sur YouTube, je regarde la recette, mais je ne vais pas suivre la recette comme c'est écrit. Je vais ajouter ma particularité. C'est pourquoi mes crêpes, ça a sa particularité, en fait, parce que ce ne seraient pas les mêmes crêpes qu'on en vend partout. On peut pratiquement amener 10 crêpes ici, mais mes clients, ils sauront forcément que ça, c'est Yannel qui a eu à faire ça. Parce que j'ai ma petite touche que j'amène à l'intérieur. Et justement, Nathan, comme on dit, quand le marché est très serré, pour revenir sur des thématiques purement marketing, quand le marché est très serré, il va falloir proposer autre chose pour mieux se positionner. Oui, quand le marché est trop serré, il va falloir proposer autre chose pour mieux se positionner. On le voit dans le monde du marketing. Nous sommes dans un monde du marketing où au XXIe siècle, il y a la concurrence qui existe et tout le reste. Est-ce que aussi, quelque part, l'État aura ou bien peut avoir une mission pour essayer d'accompagner ces jeunes-là? Comment vous voyez évidemment une possible collaboration ou bien, on va dire, une forme d'aide, d'une main tendue du gouvernement, des États de manière générale? Oui, je pense que, ils devraient tendre la main à ces jeunes-là. Ça va faciliter la tâche. Ils peuvent rajouter ça dans certaines filières. Et ça fait que quelqu'un c'est sa passion. Il a ça dans son programme, mais il ne réfléchit pas à deux fois en fait. Il se lance à l'intérieur. Donc je pense que avec le temps, l'État devra mettre des moyens pour ça. Comme on a des centres de formation, mais c'est pas assez, c'est vraiment pas assez. Donc, si on peut avoir une école, c'est déjà un début. Ce sera encourageant. Lorsqu'on vit de passion, on ne voit pas le temps passer. Ouais, effectivement. Lorsqu'on vit de passion, on ne voit pas le temps passer. C'est un petit peu c'est le cas pour vous également. L'amour du travail en fait, l'amour du travail. Moi, je peux prendre 10 commandes par jour. Mais parce que je ne suis pas fatiguée, parce que mon but, c'est d'abord de satisfaire mes clients. Et parce que je suis passionnée,
je vais le faire, je ne vois pas le temps passer. Justement, et vraiment, comme on l'a dit, hein, la passion, ça reste vraiment, vraiment la base hein, dans ce domaine-là de la pâtisserie. Revenons également à ce qui s'apparente un petit peu à une forme de main tendue de la part des autorités. On a parlé des écoles, hein, il n'y en a pas assez, on va peut-être revenir dessus encore peut-être en fin d'émission. Mais est-ce que ce métier aujourd'hui est vraiment un métier dans lequel on peut réussir très vite et facilement, Yannel? On peut réussir très vite parce que tout c'est la formation en fait, ça s'apprend. On ne devient pas cuisinier, on ne devient pas pâtissier. Il faut s'apprendre en fait, il faut apprendre en fait. Donc aujourd'hui, si le gouvernement met en place des structures pour aider ceux-là qui sont dans ça, ça va ouvrir, par exemple, ça ouvre un centre de formation, il y aura beaucoup de personnes qui viendront être formées. Et après, ça va ouvrir des restaurants, ça va avoir une chaîne de pâtisserie dans plusieurs pays qui va régénérer l'emploi et ça va aider. Vano, je suppose que vous êtes un grand consommateur de tout ce qui est pâtisserie, et évidemment que ce soit crêpes ou madeleine, en tout cas tout ce qui est petit four. Quelle perception avez-vous aujourd'hui de ce secteur-là, que ce soit en Europe ou en Afrique? Est-ce que ça reste un secteur vraiment assez, on va dire, pourvoyeur d'emploi aujourd'hui? Je ne pense pas qu'il soit assez. Pour le moment, ce n'est pas assez. Parce que, je vais prendre l'exemple du Gabon. Sur le territoire gabonais, en ce moment, on a des jeunes qui s'investissent dans ce business de plus en plus. Et ils ont fait en sorte que ce métier soit respecté. Oui, mais est-ce qu'ils le font parce qu'ils veulent entreprendre ou bien ils le font juste pour avoir quelque chose dans la poche? Moi, je pense, quand je vois comment ça se passe, je me dis, ils le font parce que déjà, ils aiment ça. Et aussi parce qu'ils ont compris qu'il y a une clientèle. Parce que je me dis, la façon dont je vois les choses, c'est parce que ça marche, qu'ils continuent. Parce que honnêtement, on peut aimer quelque chose, mais si ça ne marche pas, on va abandonner. Mais je vois que ça évolue, donc je me dis qu'ils ont pris conscience qu'ils peuvent aller loin avec. Et avec la bonne communication, on est derrière eux. La perception est plutôt bonne. Est-ce que c'est le cas pour vous, Nathan, de manière générale, pour ce qui concerne... Lorsque Vano est en train de dire qu'ils peuvent se décourager, lorsqu'on se lance dans un business ou dans l'entrepreneuriat, tout ne fonctionne pas bien les premiers jours. Il y a des jours difficiles. Il y a des jours difficiles. Il y a des jours difficiles. Tout ne va pas, tout le bonheur ne va pas surgir du jour au lendemain. Il faut beaucoup de patience dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Et en parlant de patience, est-ce que, Yannel, vous êtes retrouvé à un moment donné de votre vie où vous vous êtes dit « c'est bon, j'arrête ». Oui. Je me suis parce qu'il y avait déjà de plus en plus de personnes qui vendaient des crêpes. Et après, je pense qu'il y avait un moment où j'avais fait pratiquement 2 semaines, je ne vendais pas. Et je devais payer mon loyer. Je me suis dit, est-ce que réellement il faut continuer ou il faut arrêter? Mais c'est comme Nathan disait, il faut persévérer en fait. Parce que si tout de suite tu trouves un obstacle, c'est-à-dire si aujourd'hui j'avais laissé la pâtisserie pour faire autre chose, c'est-à-dire qu'arriver aussi là-bas, quand j'allais trouver un obstacle, j'allais aussi abandonner. Donc il faut persévérer et se dire que ça va aller. En parlant de persévérance, il y a en fait une activité qui a lieu chaque an, un peu partout en Afrique, que ce soit à Abidjan en Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Gabon et au Rwanda également. Alors c'est le festival de la crêpe qui regroupe des jeunes pâtissiers qui viennent présenter leurs produits. Peut-être que Yannel, on ne sait pas, peut-être qu'elle participera un jour à ce programme-là. Est-ce qu'il faut aujourd'hui ce genre d'initiative sur le continent pour justement valoriser ce métier-là? Oui, je pense que oui. Il en faut plus. Parce qu'avec ça, avec ce genre d'événements, on ouvre les portes à ce métier. Et les gens viennent, ils apprennent, ils peuvent poser des questions. Là, elle a donné des chiffres. Moi, ça me surprend. Donc, je pense que quelqu'un d'autre peut écouter et se dire que, d'accord, j'hésitais, mais apparemment, je peux m'en sortir. Donc je pense qu'avec ce genre d'événements, c'est une porte ouverte et les gens viendront, ils apprendront un peu plus sur le métier. Le festival de la crêpe, en tout cas, c'est tout le mal qu'on vous souhaite de rejoindre évidemment ce festival-là. Est-ce que c'est assez intéressant aussi, Nathan, parce que comme Vano l'a dit, ça permet de mieux comprendre aussi un petit peu ce métier de la pâtisserie, pour en tout cas les gens qui ne connaissent pas, mais ça permet également de faire des rencontres, d'échanger également. Ça permet de s'ouvrir un carnet d'adresses, ça permet d'avoir de nouvelles rencontres. Parce que le monde entier, nous sommes dans un monde du 21e siècle, un monde qui... Tout est relationnel. Tout est relationnel de nos jours. Tout est relationnel, tout circule, tout bouge.
Est-ce que c'est... Oui, allez-y. Donc, dans un festival de crêpes, on peut rencontrer diverses nationalités. Oui, c'est surtout qu'en termes de nationalité, c'est des cultures aussi. Peut-être que la crêpe préparée au Rwanda n'est pas la même que préparée, par exemple, au Sénégal. Vous rêvez de participer un jour à ce genre d'initiative? Est-ce que vous, déjà, en tant que, on va dire, femme qui investit dans ce domaine-là, est-ce que vous avez eu déjà à participer à des activités similaires? Bon, non, pas encore. J'étais toute petite, mais c'est pas reconnu comme le festival de la crêpe. Hein, mais bon, j'aimerais bien, pourquoi pas. Est-ce que dans ce que vous proposez, parce que vous avez parlé de positionnement, qu'est-ce qui différencie vos crêpes des autres? Je sais pas. Hein. Peut-être le goût, la qualité, parce que aujourd'hui, beaucoup de personnes peuvent se lancer dans la pâtisserie, bien dans la crêperie. Mais aujourd'hui, on voit plus des gens qui font des choses pour le commerce. En tant que moi, quand je fais ces crêpes-là, j'ai envie que quand le client il reçoit sa commande et quand il mange, il soit rassasié ou bien qu'il ait, mais pas juste pour aujourd'hui. Il va commander les crêpes chez moi et après demain, par exemple, Nathan, il va commander les crêpes chez moi et Vano va demander, tiens, je cherche une personne pour faire les crêpes. Ah, on m'a parlé de Yannel. Et après, il dira non. Comme on dit, le bouche à oreille. Hein. Voilà, non. J'avais pris les crêpes chez elle, c'était pas bon. Et donc, c'est un peu ça. Moi, c'est ce qui me. Oui, ça compte pour vous, les retours, c'est-à-dire que les retours positifs. Oui, vraiment, ça compte. Ça me montre que ce que je fais, j'avance et j'évolue. Parce que de jour en jour, je me perfectionne de manière à ce que je puisse arriver à un niveau très élevé. Donc, les retours, ça compte. Et comme on dit, Vano, l'entrepreneuriat en Afrique, c'est la clé pour une forme d'indépendance financière. Ouais. Effectivement. Moi, je vais prendre mon exemple. Quand j'ai terminé mes études, je suis rentré, il m'a fallu 1 an pour trouver un travail. Heureusement qu'en rentrant, je me suis engagé dans un business. Bon, ça m'a permis à moi de... parce qu'on a oublié peut-être de le dire en présentation, mais au-delà d'être ingénieur, vous êtes entrepreneur également. Voilà. Donc ça m'a permis d'être vraiment indépendant, de ne pas attendre, de ne pas me dire que il faut que maman me donne quelque chose, demander à X ou Y. Et honnêtement, c'est ça aujourd'hui en Afrique. Les jeunes, on a compris qu'il nous faut ça, il nous faut se lever, il nous faut courir derrière. Et ce, peu importe le secteur d'activité. Oui, peu importe le secteur. Il nous faut courir derrière. Et voilà. On a parlé évidemment de ce secteur d'activité-là. On va revenir sur la pâtisserie. On a parlé, Yannel, elle a appris, on va dire, dans le tas, une transmission culinaire de père en fille. Mais elle a également appris sur Internet. Est-ce qu'aujourd'hui, la flopée des vidéos, on parle aujourd'hui de, qu'on appelle sur Internet, là, ces vidéos qui nous permettent en tout cas d'apprendre. Est-ce qu'il faut aujourd'hui ce genre de vidéos? Est-ce qu'Internet aide aussi, facilite les gens Exactement. Internet peut aider des jeunes facilement. Nous sommes au 21e siècle, comme je ne cesse de le dire. Nous sommes dans un monde du web. Internet a une puissance vraiment... parce qu'aujourd'hui, les tutoriels sur comment faire une crêpe, il y en a tellement sur... À travers le web, on peut tout faire. À travers le web, à travers Twitter, YouTube, Instagram et tout le reste. Quelqu'un peut se faire une notoriété facilement. En parlant de notoriété, Yannel est sur la voie en tout cas, parce que en préparant cette émission, on a vu des très bons retours sur ce que vous faites. Et en parlant de ça, ça vous a pris combien de temps, au-delà de la transmission culinaire que votre père, l'héritage que votre papa vous a légué, ça vous a pris combien de temps pour être mieux formé sur ce domaine de la pâtisserie? Parce que vous avez été formé, entre guillemets aussi, par des tutoriels que vous avez regardés sur YouTube. Ça vous a pris combien de temps? Bon, ça va être pratiquement 1 an. Hein. J'ai fait 1 an, je faisais des crêpes. 1 an à regarder des vidéos sur YouTube? Non, 1 an à apprendre. En fait, je regardais des vidéos, en même temps je réalisais. Mais quand je faisais, je n'étais pas toujours satisfaite. Donc, avant de me lancer officiellement, j'ai pratiquement fait 1 an pour mettre tout à point, un business plan et consorts et pour me lancer. Un business plan. Vano, est-ce que les jeunes aujourd'hui, cette génération news ou cette génération 2.0 comme on dit, est-ce qu'ils sont assez conscients des certains enjeux en ce qui concerne évidemment l'entrepreneuriat? Alors c'est vrai qu'on en parle tout le temps, mais on sent aussi une génération qui n'est pas très consciente aussi des enjeux aujourd'hui de l'entrepreneuriat. Non, je pense qu'on n'est pas tous conscients des enjeux.
Je pense que, enfin, souvent, certains, ils ont tendance, par exemple, je vois Nathan, ou bien je vois, il a investi dans un business, enfin, je vois que ça se porte bien, je viens, je me lance. Mais je n'ai pas étudié le business, je n'ai pas étudié les conséquences. Exactement. Et ça fait qu'au bout de 2-3 mois, j'abandonne. Donc, et comme on l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, il y a des moyens pour pouvoir s'éduquer. Il suffit d'aller voir Nathan, lui demander des conseils, d'aller sur YouTube et puis voilà, on sait où il faut mettre les pieds et on sait ce qu'il faut éviter. Donc aujourd'hui, beaucoup se lancent sans vraiment prendre le mauvais côté du métier et puis après ils abandonnent. Ouais, parce que c'est encore intéressant ce que va nous dire Nathan, parce qu'en fait on a tendance parfois, en parlant de cette génération qui n'est pas très consciente, on a tendance à faire dans un copier-coller, pour utiliser le jargon de l'informatique, c'est-à-dire Vano il investit, il s'est lancé dans l'entrepreneuriat en fabriquant des chaussures, je vais faire pareil pour avoir le même salaire que Vano, et que derrière c'est assez compliqué. Non, mais pour entreprendre là, il va falloir utiliser un mode de marketing. Il va falloir se démarquer. Il va falloir se démarquer pour être différent des autres. Par exemple, ce qu'elle fait avec ses crêpes, elle a une touche particulière dans ses différents parfums. Elle est complètement différente d'autres personnes qui font dans la pâtisserie. Non, mais après, ces personnes-là peuvent aussi avoir le talent. Mais le problème, c'est qu'elle, elle a dit qu'il lui a fallu 1 an pour être OK avec sa recette. Ouais, donc je pense que tout le monde n'aura pas cette patience-là. Celui qui vient faire le copier-coller, au bout de 3 mois, il se dit bah, non, c'est pas pour moi, il abandonne. Évidemment, pour ceux qui c'est très compliqué, 1 an, il faut en tout cas de la volonté. Et c'est l'heure pour nous de marquer une courte pause. On se retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième et dernière partie de votre émission. À tout de suite. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. Nous allons à présent nous intéresser évidemment à ce rôle de parent, être jeune et être parent. Comment vous avez vécu, on va dire, cette nouvelle en tant que père? Comment vous avez vécu ça? J'étais beaucoup stressé. Stressé, mais après, enfin, je suis dans une famille nombreuse. Donc j'avais déjà cet esprit en fait. Donc le plus complexe c'était de se dire que bon là ce sont tes enfants, tu vas devoir t'en occuper, etc. Mais c'était stressant au début, mais avec le temps, enfin une fois qu'elles sont là, c'est une nouvelle vie qui commence. Est-ce que vous n'êtes pas arrivé au moment où vous êtes posé des questions en vous disant que je suis jeune, peut-être qu'à cette époque, est-ce que vous étiez en train de chercher du boulot? Est-ce que vous travaillez déjà? Bon, moi à cette époque, je venais de terminer mes études. Est-ce qu'à ce moment, vous êtes justement, moment vous êtes dit, ça va être difficile pour moi en tant que jeune de pouvoir subvenir aux besoins de mes filles? Parce qu'on rappelle, vous êtes papa de jumelles. Bon, je me suis dit, ça va être difficile. Mais comme je disais tout à l'heure, je m'étais préparé. C'est-à-dire, enfin, sur moi, mon plan, je m'étais préparé. Je suis rentré avec un plan d'investissement. Donc, sur le plan financier, je ne vais pas dire que j'étais stable, mais je voyais une sortie. Donc, je me suis dit, je peux le faire. Donc, c'était juste maintenant me dire que les dépenses sont multipliées par 3. Mais avec le temps, avec mes projets, mes business, j'ai vu le bout du tunnel et puis bon. Ça n'a pas été vraiment stressant. En parlant de bout de tunnel, est-ce que ça a été le cas pour vous, Nathan? Vous êtes papa d'un jeune garçon. Comment ça s'est passé déjà? Parce qu'on sait souvent qu'avec nos parents sur le continent, en Afrique, il y a cette forme de réticence parce que nos parents estiment qu'un jeune qui fait un jeune bébé, qui va éduquer qui? En général, on se retrouve dans cette philosophie-là. Comment ça s'est passé avec vos parents? Avec les parents, bon, j'étais stressé, j'étais carrément pas prêt à aller vers eux pour leur annoncer la nouvelle. J'étais clairement pas prêt pour aller leur annoncer la nouvelle. Pour moi, c'était une nouvelle vie, je voyais ma vie basculer, je voyais ma vie changer en un Pourquoi basculer? Pourquoi vous dites ça? Je me suis dit à un moment donné, peut-être que les parents, pour me punir, peuvent me rapatrier au pays, peut-être que tout peut changer. C'est 1000 solutions auxquelles on pense en même temps. C'est une nouvelle vie, on se dit on n'est plus seul. C'est d'autres responsabilités. Exactement, parce qu'en tant que père, évidemment, vous êtes investi d'une nouvelle mission, on va dire. Mais après, bon, il y a d'autres résolutions à prendre, voilà. Oui, mais comment ils ont finalement accepté cet enfant? Mais comment ça s'est fait, en fait? Comment la transition s'est-elle faite du fait de refuser, le refus et ensuite l'acceptation?
En fait, déjà, lorsque j'ai appris la nouvelle, je m'apprêtais à aller retrouver sa maman sur le territoire européen. Donc, j'ai dit, si j'annonce la nouvelle tout de suite, ils ne vont pas m'acheter le billet, ils ne sont pas informés de la nouvelle. Et en fait, il y a un système au niveau du territoire européen sur les papiers et les formalités. C'est-à-dire, lorsqu'un enfant naît, si le papa n'est pas là pour reconnaître l'enfant, l'enfant prend automatiquement le nom de la mère. Donc, je suis arrivé sur le territoire et il y a un système qu'on appelle le système de reconnaissance prénatale. C'est-à-dire, vous effectuez les démarches, l'enfant porte votre nom avant la naissance. Donc voilà, une fois que je suis arrivé en France, le lendemain, sans stress, j'ai bu 2 verres, j'ai annoncé à mes parents directement. D'accord, et comment ils l'ont pris? Ah, eux, ils pensaient que c'était une blague. Ma mère m'a dit, tu blagues, ma tante me dit, tu blagues. Le lendemain, elle se réveille, elle me dit, s'il te plaît, dis-moi que tu blagues. C'est justement ça aussi, Yannel, c'est évidemment le combat en tant que jeune, surtout quand on est parent, c'est déjà de faire accepter la nouvelle à nos parents. Alors, vous n'êtes pas encore maman, mais évidemment, on vous le souhaite. Mais comment concilier les deux aujourd'hui? Parce que vous avez des petites sœurs, des grandes sœurs qui sont aujourd'hui, enfin, beaucoup plus des petites sœurs qui sont mamans. Comment vous arrivez à aider vos petites sœurs à mieux gérer cette vie de mère? Vraiment, être maman étant à l'étranger, déjà, comme Nathan disait, annoncer, c'est toute une histoire parce que les parents vont se dire qu'ils t'ont envoyé pour faire des études. Toi, tu vas revenir avec un ballon d'or, comme on dit au Gabon. On ne t'avait pas envoyé pour ça, mais c'est vraiment compliqué parce qu'il faut maintenant, comme disait Vano, compter tout double. Là, tu es là, tu n'arrives même pas d'abord à réaliser parce que moi, j'ai vécu avec une amie qui était enceinte. Elle n'arrivait pas à réaliser, en fait. Elle ne s'imaginait pas être mère, étant en allant à l'école et tout. Mais c'est vraiment compliqué parce qu'au début, pour la femme surtout, il y a des... Oui, il y a le changement déjà. Oui, il y a le changement, il faut s'habituer, il y a les envies. Et le plus souvent, les grossesses où moi j'ai été, ils étaient toujours en problème avec le côté du père. C'était vraiment compliqué. Donc nous, ici, on s'entraidait pour l'aider à aller à l'école. Donc aujourd'hui, c'était peut-être moi qui gardais. Demain, c'était une autre. Mais c'est vraiment compliqué, mais pas difficile. Et en parlant de complications, Vano, est-ce qu'aujourd'hui vous travaillez? Comment vous arrivez à concilier les deux? C'est-à-dire cette mission de papa et cette mission d'employé? Bon, déjà, je travaille plus pour le moment parce qu'avec la crise Covid, il y a eu pas mal de changements. Mais je me suis relancé à fond dans mon business pour le moment. Donc, pour gérer, c'est un peu chaud. Parce que, étant donné moi, je bouge beaucoup, donc j'ai pas vraiment l'occasion d'être avec elle tout le temps. Mais il faut trouver, il faut manager, on n'a pas le choix, on fait un programme, je les récupère de temps en temps, j'essaye de vraiment faire la part des choses. Mais c'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Parce qu'on est dans une période où on cherche cette stabilité, justement pour qu'elle n'ait pas à vivre tout ça, qu'elle puisse aller à l'école tranquillement, etc. Donc c'est un peu chaud parce qu'on est dans cette phase, on se cherche. Donc c'est pas comme nos parents à l'époque, quand tu rentres le soir, les enfants sont là. Tu retrouves... Là, on est debout, on se bat. Et comme elle disait tout à l'heure, pour ceux qui vont à l'école, il faut faire la part des choses, il faut aller à l'école, il faut rentrer le soir. L'enfant, il a son heure. Donc, il faut, tu dois étudier, mais l'enfant pleure, etc. Oui, c'est la vie de la maman qui est complètement changée à tout jamais. C'est toute une organisation. Mais oui, en parlant de changement, effectivement, la vie de la mère, Yannel, comme disait Nathan, ça change parce que surtout quand on est en période d'examen, par exemple, et que l'enfant est en train de pleurer et que vous devez, vous, en tant que mère, vous lever à 3h du matin pour faire à manger à l'enfant et revenu vous coucher ou étudier, c'est compliqué, évidemment. Oui, moi, je peux prendre un exemple avec ma cousine. Elle avait examen et son fils, elle m'a laissé son fils pour garder l'enfant. Mais j'ai pas pu, en fait. Elle était en examen, j'ai dû me déplacer pour aller à son école avec l'enfant juste pour pouvoir l'allaiter. Parce que si je ne faisais pas ça, il pouvait tomber malade. Donc il y a tous ces... Oui, parce qu'on rappelle, l'allaitement, c'est vraiment important et c'est vraiment compliqué parce qu'il y avait des moments où elle était en classe. Si je fais un message pour dire que là, l'enfant pleure, elle est obligée de soit choisir le cours ou de rentrer à la maison. C'est surtout la femme qui derrière qui vit ces difficultés-là. Sa vie est changée à tout jamais, les nuits blanches, les malaises. Et pire encore, s'il n'y a pas le soutien du papa...
Oh, de la famille de manière... Oh, du papa de l'enfant. Du papa parce de que je parlais... Ok, même de la famille de manière générale aussi. On a parlé de changement, Nathan, mais évidemment, même si en parlant de changement, on a beaucoup plus pointé du doigt la femme, mais même l'homme, le jeune papa aussi, il est changé psychologiquement. Exactement. C'est-à-dire, vous, comment vous l'avez vécu ça? C'est-à-dire, quand vous avez su que vous êtes papa, est-ce que ça a changé votre manière de vivre, par exemple? Oui, beaucoup. Sur plusieurs plans, sur plusieurs choses. Il y a des coins que je ne pouvais plus fréquenter, il y a des choses que je ne pouvais plus me permettre de faire. Voilà, il y a eu un tas de changements sur plusieurs plans dans ma vie. J'ai perdu du poids, psychologiquement dans la tête. Déjà, mon fils, depuis qu'il est né, ça fait 9 mois qu'il est sur Terre. Avec la crise du Covid, je ne l'ai pas encore vu. Donc, je vis ça de façon particulière. Évidemment, vivre ça de façon particulière. Est-ce que c'est le cas pour vous? Alors, vous êtes en contact avec elle, évidemment, avec vos jumelles. Mais est-ce que, lorsque la maman était enceinte, lorsque vous avez appris la nouvelle, est-ce que quelque part, ça vous a motivé dans le sens de vous dire, aujourd'hui, je suis responsable d'une famille, j'ai 2 enfants à nourrir. Est-ce que ça vous a motivé dans le fait de rechercher le travail ou de vous investir dans le travail? Oui, parce que bon, en Afrique, même malgré le fait que tu fais un business, on veut toujours que tu aies un emploi stable. Donc je pense que sur ce plan-là, en fait au début c'était ok, 1 enfant, après 2, enfin tu es boosté 2 fois plus. Donc je me suis dit... Oui, parce que vous dites qu'à partir de ce moment, on n'a plus droit à l'erreur. On n'a plus droit à l'erreur, parce que chaque fin du mois, il faut avoir quelque chose. Tu ne vas pas dire que non, le mois là c'était dur ou bien non. Donc ça motive vraiment. Ça fait qu'aujourd'hui, dans les business que je fais, je vais me lever à 5h, 6h. Un temps avant, je pourrais rester là, je fais ma grasse matinée jusqu'à 10h, 12h. Je sais que si le mois était vraiment trop compliqué, je fais un message à ma mère ou à mes soeurs. Mais là, on se dit non, en tant qu'homme, on ne peut pas aller cogner chez sa mère ou chez sa soeur pour dire que voilà, mes filles n'ont pas de couche, mes filles n'ont pas de lait. Donc on a cette motivation de se lever à 4h, 5h et de courir derrière l'argent en fait. Une nouvelle vie. Hein. Ouais. En parlant de nouvelle vie, comment gérer cette nouvelle vie, Yannel, selon toi? Comment il faut essayer de comme on l'a dit, hein, Vano, il voit ses enfants, mais difficile avec le boulot, mais comment gérer cette vie de jeune parent? Il faut s'organiser, hein, parce que c'est comme il dit, aujourd'hui, tu peux pas te limiter à faire un petit boulot pour ramener un peu, parce qu'aujourd'hui, lui, par exemple, il a des jumelles, donc c'est 2 fois plus. Donc il faut donner plus de temps au travail, se forcer. Ça devient une motivation, parce que tu te dis, si je fais pas, je vais pas aller cogner chez mes parents pour demander de contribuer, parce qu'on te dira quand tu es parti là-bas, est-ce que tu étais avec moi, comme en Afrique. Donc c'est ça, il faut juste persévérer. Hein, en parlant de persévérance aussi, parce qu'aujourd'hui vous êtes dans, en ce qui concerne évidemment Nathan et Vano, vous êtes papa aujourd'hui. On a souligné un petit peu les difficultés qui tournent autour de ce rôle, hein, de cette émission-là. Et la finalité, c'est de se dire, on le devient ou bien on se lance dans cette activité-là qui est de papa, quand on est prêt, tout simplement. Et quand on est prêt, c'est pas seulement physiquement, Nathan. Oui, on ne se prépare pas à cela, en fait. Devenir parent de manière psychologique ou autre, ça s'apprend. Mais quelque part, on peut l'anticiper. On peut anticiper le fait de devenir papa ou pas. Mais je veux dire, lorsqu'aujourd'hui, au vu des difficultés qui ont été soulevées par Nathan ou par Yannel ou par Vano, est-ce que on n'est pas en droit de se demander, lorsqu'on veut devenir papa, est-ce qu'il ne faut pas aussi quelque part avoir des prédispositions naturelles, et pas que naturelles, financières aussi? Oui, il y a plusieurs prédispositions. Il faut être prêt, je pense que là maintenant, on doit être de plus en plus conscient en se disant que avant, à l'époque, les parents, ils pouvaient avoir 10-15 enfants, il suffisait d'avoir une plantation derrière. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus complexe, que ce soit au niveau du prix de l'école, du lait, des couches. Donc, parce que ça, c'est encore un point qu'on a oublié, parce que les enfants, ils sont mignons quand ils sont petits, mais quand ils grandissent, c'est autre chose. Voilà, donc il faut se préparer, il y a l'université qui arrive. Donc, je pense qu'il faut prendre le temps de tout planifier, de se dire que ok, moi personnellement, j'ai pas voulu avoir d'enfants avant de terminer mes études, parce que je savais que ça allait me déconcentrer. Je savais que, enfin, on allait t'appeler, l'enfant a tel problème, et moi je sais que j'ai du mal à me concentrer, donc je me suis dit, il faut que je me focalise sur une chose. Donc une fois que j'ai terminé mes études, je me suis dit, bah, là,
enfin, on peut me dire que je suis papa, ça va pas me stresser. Je vais stresser parce que c'est une nouvelle vie, je sais pas trop à quoi m'attendre, mais je vais pas être stressé par cette nouvelle en fait. Donc pour moi, comme je disais, je l'ai bien pris parce que j'avais fini mes études, je rentrais et je me suis dit, c'est juste un nouveau chapitre en fait. Et c'est un petit peu le contrat qu'on a avec nos parents, c'est de se dire, vous voulez devenir parents comme nous, faites-le, mais à condition de nous ramener les diplômes. Yannel. Effectivement, c'est ça. Moi mon père, il m'a dit, tant que tu n'as pas tes diplômes, je ne veux pas d'enfant. Est-ce que ça a été le contrat aussi pour vous, Nathan? Ça a été le même contrat depuis, c'est un contrat depuis que j'ai quitté le pays pour venir poursuivre mes études ici. Oui, mais évidemment, vos parents ne sont pas dans l'optique de se dire que vous avez violé ce contrat, puisque finalement... Je pense que ce contrat, c'est plus pour... c'est plus une menace, c'est pour vous. Mais une fois que les petits-enfants sont là, et c'est même eux qui appellent tout le temps, c'est eux qui vont s'investir. Donc je pense que en général, c'est ça. On te menace, on te dit non, et je t'envoie là pour apprendre, donc fais pas autre chose. Et quand ça arrive, ils vont bouder un peu, mais après, ils savent que c'est leur sang, donc ils vont s'investir également. Oui, Nathan. Le vocabulaire change, tu as agrandi la famille. Ah, vraiment, merci le Seigneur. Mais ce vocabulaire qui change aussi, c'est important pour vous, Vano, de ressentir cet accompagnement. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé du fait que quand vous étiez évidemment au chômage, entre guillemets, et le fait de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de vos jumelles, de vos filles, vous allez parfois toquer un petit peu voir maman, voir la grande sœur. Mais de sentir cet accompagnement-là, c'était important pendant que vous étiez en train de traverser évidemment cette phase un peu difficile, mais une très belle phase, on a envie de dire. Oui, pour moi, c'était assez important d'avoir ce soutien parce que, tu sais que tu peux compter sur quelqu'un. Parce que avoir deux enfants, c'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile. Et du genre, on se dit, il a fait cette fin du mois, tout est juste, il y a des trucs. Et forcément, dans le business qu'on fait, souvent, on peut tout investir. En se disant que ça va rentrer demain, après-demain, ça prend plus de temps. Donc, avec tout ça, quand ça va pas, tu sais que tu peux te tourner et dire « Ok, maman, ce mois-là, c'est un peu trop juste, est-ce que tu peux faire une avance, je te rembourse ?» Et pour moi, j'ai eu cette grâce d'avoir une famille qui est derrière moi, qui me soutient. Voilà, même quand j'en ai pas besoin, souvent ils peuvent se lever et puis dire que bon voilà. Oui, parce que même au-delà du fait que vos filles soient vos filles, ça reste aussi. Voilà. Nous sommes en Afrique, nous sommes en Afrique. Ces filles sont mes filles, ces filles sont vos filles. Nous, c'est la mentalité africaine. C'est ça. C'est ce qui nous sauve, cette mentalité africaine là, parce qu'à l'extérieur. Évidemment, on est beaucoup plus dans un point. Oui, Yannel, je vous sens, vous allez dans le même sens que Vano, l'accompagnement. Oui, ce qu'il dit, c'est très intéressant parce que aujourd'hui, quand tu deviens nouveau parent, tu te dis comment est-ce que tu vas faire si tu n'as pas de soutien financièrement, moralement et de ta famille. C'est comme Nathan disait, tu peux en souffrir au fond de toi. Mais... Oui, parce qu'il y a encore un autre phénomène qui est, on va dire, pas joli à voir sur le continent, c'est les abandons. Quand on voit des jeunes mamans des 17 ans, 18 ans qui abandonnent leur enfant, on se demande évidemment ces situations à éviter. Et l'accompagnement, en général, l'absence d'accompagnement, c'est en général l'un des facteurs qui pousse ces jeunes filles à abandonner les enfants. Parce qu'elles n'étaient pas prêtes en fait. C'est-à-dire aujourd'hui, moi j'ai 17 ans, je tombe enceinte, j'appelle mon partenaire, il me dit il veut pas. Et du coup, quand tu arrives encore à la maison, la maman elle te dit non, déjà le papa il n'est pas d'accord. Tu vois, tu te retrouves, tu te renfermes à toi-même et tu te dis comment je vais faire. Exactement. Et après, ça peut même créer des problèmes dans la famille parce qu'après tu deviens la risée de la famille. On va dire ouais, ta fille comme ça, comme si. Et après, c'est ce qui pousse ces petits. Oui, parce que le regard extérieur, on dira qu'elle a déshonoré ses parents. Voilà, elle a déshonoré ses parents et puis mais après, ce sont les choses, je pense, qu'elle regrette après. Et en parlant justement de regrets, Nathan, et évidemment, Vano, tu me donneras ton point de vue sur la question. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est de se dire, pour éviter tous ces petits problèmes qu'on a eu à soulever, alors être parent, évidemment, c'est la plus belle mission au monde, mais comme on l'a dit, ça se prépare quelque part. Est-ce que le fait aussi de se fixer on va dire, un âge où on va se dire, je veux avoir un enfant à tel âge, et d'aller dans ce sens-là. Yannel, évidemment, elle a dit, son papa a dit il doit avoir un enfant à tel âge. Est-ce que le fait de se fixer un âge aussi, ça peut aider à être mieux préparé pour être parent derrière? Le plus souvent, quand j'analyse ici en Afrique, ce sont souvent les femmes qui se fixent ce timing, en disant je dois être maman avant 30 ans. Parce que les femmes, le plus souvent, elles ont l'instinct maternel, comme elle vous l'a dit. Elle a l'habitude d'épauler ses sœurs, ses cousines avec leurs enfants. Chez les hommes, c'est pas trop fréquent. Et pourquoi, selon vous?
Bon, chez les femmes, je peux dire, elles ont l'instinct maternel, elles ont beaucoup plus d'affection, beaucoup plus d'amour à donner. Et nous, les papas ne l'ont pas Si, les papas l'ont, mais la liaison enfant et maman, en fait, pour moi, cette liaison est très particulière. Oui, évidemment, parce qu'il y a 9 mois quand même. J'ai souvent pour habitude de le dire que mon fils, par exemple, la personne la plus importante parmi nous deux, c'est sa maman. Celle qui est en communication avec lui pendant 8 mois et 2 semaines. En fait, le papa, il ne fait que donner la semence. La maman, c'est autre chose. C'est la maman qui a la dernière décision. Non, évidemment, on va peut-être fermer le chapitre de reproduction. Oui, mais allez-y, Vano. Comme tu as dit, en fait, le truc, la différence, c'est que c'est la maman qui est là derrière l'enfant. C'est elle qui va garder. Le papa, lui, va vivre. Il va vivre ça, il peut vivre ça de loin. Donc, c'est un peu différent parce que on sera moins stressé que la maman. Parce que si on va être d'accord que la vie de la maman est en jeu. Donc il y a tellement de trucs qui sont en jeu pour la maman que... Mais en tant que jeune, évidemment, c'est autant de responsabilités. Oui, et je pense qu'on devrait vraiment plus essayer de s'organiser. C'est une très bonne chose parce que ça permet à la maman de se dire je finis mes études. Ensuite, sur ce plan-là, parce qu'il y en a beaucoup justement qui ne finissent pas les études à cause de ça. Il y en a qui ne supportent pas. Donc, ce serait mieux de planifier, c'est-à-dire sur le plan scolaire aussi et sur le plan financier. Et au moins, quand l'enfant arrive, tu peux t'en occuper. En parlant de planifier, Yannel, vous êtes dans cette optique-là, c'est important pour vous de le faire, de planifier ça, cette responsabilité de mère, de future mère? Moi, déjà, si j'ai décidé de ne pas faire d'enfant, c'est déjà parce que l'influence de mes parents, mais aussi l'expérience de ne pas encore faire, parce qu'évidemment, vous êtes appelé à être maman demain. De ne pas encore faire, c'est par rapport à l'expérience de mes sœurs. Moi, le plus souvent, mes sœurs, quand elles sont tombées enceintes, soit les papas, ils n'étaient pas là, ou c'était la distance, ou ils n'étaient pas prêts. Et j'ai même eu un de mes beaux-frères, il a dû arrêter l'école pour aller commencer à vendre des brouettes, pousser des brouettes parce qu'il fallait qu'il envoie l'argent oui, c'est une autre responsabilité, comme Vano l'a souligné. Donc, franchement, moi, je pense que pour les femmes et pour les hommes, ou un couple en général, il faut se préparer. Et c'est important pour vous, vraiment, de se dire, je me donne une marge. Oui. C'est de respecter cette marge-là. Oui, parce que c'est la femme qui subit tout, en fait. Son corps change, il y a des envies, il y a des nausées, etc. Et après, il y a aussi le soutien du papa qui doit être là, parce que si on se dit aujourd'hui, on est à l'étranger, on a des westerns. Par exemple, je tombe enceinte aujourd'hui, son western et mon western, ça ne suffira pas assez. Parce que là, on va maintenant être à 3. Ça va être compliqué. Donc, le plus souvent, c'est mieux de... Et sans oublier les problèmes de santé, les vaccins. Et après, il y a des imprévus. C'est plus comme si, à la longue, tu peux être là, tu fais 9 mois, tu tombes pas malade, mais c'est 2 personnes qui vivent dans un même corps. Donc l'enfant, par exemple, si j'ai mangé un truc qui n'est pas bon, ça peut amener à l'hôpital. Et il faut tout le temps avoir l'argent caché quelque part. Si tu n'as pas, ça situation assez compliquée, évidemment. Comme on l'a souligné, c'est bien d'être père. Mais Vano, s'il y avait un message que tu voulais lancer aujourd'hui à nos jeunes frères et sœurs, c'est lequel? Je demanderai aux jeunes de se préparer. De ne pas... c'est vrai que ça peut arriver. Mais pour ceux qui peuvent, je vais juste demander aux jeunes de vraiment planifier ça de la même façon qu'on planifie son cursus scolaire. Il faut le planifier. C'est vrai qu'on ne va pas toujours être dans les temps, on aura toujours une marge d'erreur, mais il faut être prêt. Il faut être prêt financièrement et moralement. Et oui, Nathan, allez-y. Oui, je vais poursuivre. Il faut se préparer, il faut être prêt. Parce que si on demande aux jeunes de se préserver, pour être honnête, ils ne le feront pas. C'est justement là le problème. Si on demande c'est là le problème. Aux jeunes de s'abstenir, ils ne le feront pas. Yannel, comment il faut évidemment revoir cette sensibilisation auprès des jeunes? Évidemment, vos témoignages aujourd'hui sur le plateau de Génération News, sur Médiane TV, ça peut aider en tout cas certains jeunes de se dire ok, la situation de Vano et de Nathan, elle est assez difficile, même si aujourd'hui ils arrivent à s'en sortir, mais je vais peut-être réfléchir à moi aussi avant de me lancer. Comment il faut essayer de redéfinir cette communication, plus que cette sensibilisation, puisque Nathan l'a souligné, ça va être très difficile de demander aux jeunes de se préserver. Déjà, il faut être en accord avec son partenaire, parce qu'on décide de faire un enfant à 2.
c'est vraiment compliqué, hein, moi je sais pas. C'est une vie humaine, qui est en voie d'arriver, c'est pas un ordinateur ou une vache qu'on va acheter, c'est une vie humaine. Hein. Une vie humaine ne s'achète pas en boutique. Déjà, en fait, il faudrait déjà qu'on arrive à faire que nos parents arrivent à enlever ce sujet-là tabou. Parce qu'ils ne vont jamais venir, ils vont toujours aller vite fait sur le sujet. Ah, mais où tu es parti là-bas, il ne faut pas nous ramener. En fait, ils ne vont pas vraiment parler. Donc, l'enfant aussi va cacher ce truc-là, cette vie. Et entre-temps, on a par exemple des chaînes américaines qui nous montrent des jeunes filles de 15, 16 ans qui sont devenues parents et comment c'est dur. Que ce soit pour le père ou la fille, qu'est-ce qu'elle doit abandonner, qu'est-ce qu'elle doit faire. On nous montre ça. Et ça, enfin, pour les jeunes qui regardent, ils se rendent compte que oui, ok, en fait, c'est pas facile. Je vois par exemple Nathan qui poste une photo avec son fils, il est tout souriant, mais il n'y a pas que ça. Derrière, en fait, il a des nuits blanches. Donc, je pense qu'on devrait aussi peut-être médiatiser ça, ce côté-là, en parlant plus du côté dur, en fait, pour montrer qu'on ne se lève pas, on ne décide pas d'être parent parce qu'on veut agrandir sa famille, mais il faut être prêt. Aujourd'hui, il faut être prêt, en fait. Comme on dit, être parent, c'est pas qui veut, mais qui peut, quelque part derrière aussi, parce que ça demande, comme on l'a dit, c'est beaucoup d'investissement personnel, parce qu'on a une famille déjà derrière à nourrir. Et effectivement, Yannel, évidemment, parce qu'on a parlé d'un point qui est assez essentiel, vous l'avez souligné dans votre argumentaire, en parlant de l'abandon, en parlant de la communication entre les deux partenaires. Et il faut beaucoup plus aller dans ce sens-là pour éviter tous les scénarios qu'on a eu à évoquer là sur le plateau. Oui, la communication, c'est la base de toute relation. Parce qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas la communication, ça crée déjà un blocage. Et plus vous communiquez, plus vous vous préparez, plus vous vous organisez, ça peut éviter ce genre de choses. Parce que aussi, comme je disais, le soutien est très important. Le soutien du partenaire. Parce qu'on tombe sur des gars, aujourd'hui, quand la femme vient dire à son partenaire qu'elle est enceinte, il dit aujourd'hui qu'il peut. Mais après, il disparaît. Et c'est peut-être après, on a vu plusieurs cas comme ça, quand l'enfant naît, c'est le portrait craché de son papa. C'est là où il est prêt à venir reconnaître l'enfant. Donc il faut beaucoup plus, pour gérer sa vie de jeune parent, il faut beaucoup plus d'organisation, de communication, de complicité même, on a envie de dire, quelque part. De complicité avant d'être parent, même parce qu'une relation sans enfant, une relation avec enfant, c'est autre chose. Tout autre chose. Et vous, comment vous avez vécu cette différence-là, effectivement, en parlant de cette vie sans enfant et cette vie avec enfant? Ah, vraiment, tout change. Les humeurs, il faut supporter les humeurs de la maman qui changent à tout bout de champ. Et qui sont, et on va dire, non, voilà, c'est normal hein, pour une maman, évidemment, d'avoir ces humeurs-là. Vraiment, il faut être assez compréhensif, il faut être à l'écoute. Voilà, par moments, elle peut être fatiguée avec les nuits blanches de l'enfant, même si vous êtes à distance, elle t'appelle aussi en appel vidéo en disant « je ne vais pas souffrir seul, je ne vais pas souffrir seul ». Non, mais parce que l'enfant aussi a besoin de cette présence physique, hein, voilà, ou on va dire à distance, de toutes les façons. Vano, on arrive bientôt au terme de cette émission. On a parlé évidemment de la complicité, c'est la question que je posais tout à l'heure à Yannel. Donc, est-ce qu'il faut beaucoup plus aller dans ça aussi et comment mieux gérer cette vie de jeunes parents? Comment vous arrivez, vous, aujourd'hui, déjà à gérer cette vie? Elle était difficile avant. Comment vous arrivez à la gérer aujourd'hui? Bon, je pense que pour moi, elle a toujours été gérable parce qu'avec la maman, on a toujours été d'accord qu'il fallait qu'on mette les filles en première position. Donc, quels que soient les malentendus, quels que soient les problèmes, quand il fallait prendre une décision pour les petites, comme on dit, on est une forme d'équipe. Hein, voilà, on se dit qu'on a la charge, donc on ne va pas dire que parce qu'on a un problème que voilà, on va mettre ça sur les petites. Donc sur ce plan, ça a toujours été OK pour moi parce qu'on a toujours su gérer jusqu'aujourd'hui, que ce soit pour les dépenses, on s'est organisé, on a décidé du budget, de la participation de chacun. Et voilà, donc là, beaucoup de communication, comme on dit, et voilà, pour aller dans une sorte de béatitude parfaite en ce qui concerne évidemment l'amour qu'on va offrir à nos enfants. Nous sommes malheureusement arrivés au terme de cette émission. Merci Vano d'avoir participé à Génération News. Nathan, ça a été un plaisir de te recevoir sur le plateau. Yannel, merci d'avoir répondu à notre invitation sur Génération News. C'est la fin de cette émission. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre thématique liée à la jeunesse. Et d'ici là, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.